D'abord, on pourrait dire qu'il y a une raison de principe, c'est que nous accusons le système financier mondial, auquel participe très directement la Société Générale, qui est une des 10 banques systémiques du monde, d'être directement impliquée dans le fonctionnement de cette époque si nouvelle, où la finance domine le monde, écrase l'économie réelle, au profit d'une accumulation qui se déroule à l'intérieur de la bulle financière, où se dégagent des taux de profit qui sont ensuite exigés de l'économie réelle par les mêmes lorsqu'ils interviennent, achètent des parts des sociétés sous la forme de LBO, peut-être que vous en avez entendu parler, et nous voyons comme ça l'argent sortir pour arriver dans la vie réelle. Et cette femme, moi j'admire son courage, elle vient m'engueuler à chaque fois que je viens dans la rue, et prétend que je suis milliardaire, mais ma pauvre dame, j'ai bien des défauts, mais pas celui-là. Bon, donc cette banque, elle participe, mais c'est pas là-dessus qu'on a provoqué le rassemblement de ce soir. Nous avons une bataille réelle, vivante, concrète, avec le système financier et avec une institution financière comme celle-ci. Les dirigeants de la Société Générale ont été interpellés à propos de leur participation et leur collaboration, leur utilisation des paradis fiscaux qui sont connus dans le monde, comme c'est le cas du Panama, et alors qu'il était convoqué par une commission d'enquête parlementaire, le président de la Société Générale s'est présenté et a témoigné. Comme vous le savez, une commission d'enquête parlementaire, un financier, un banquier méprise les instruments de la démocratie, mais il n'empêche, il y a des règles et elles valent pour tout le monde. Lorsqu'on vient devant une commission d'enquête parlementaire, j'en ai moi-même mené, participé, vous arrivez et on vous interroge et avant on vous demande de jurer, de dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est un engagement, c'est pas juste une formule rituelle, c'est-à-dire que si vous mentez, ben c'est punissable par la loi. Au fond, la société fait à chacun le crédit de la bonne foi. Et en déclarant sous serment qu'il dirait la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, M. Oudéa a été interrogé et on lui a demandé où en était la participation de sa banque, la Société Générale, et son intervention dans un paradis fiscal comme Panama. Et à cette occasion, il a déclaré que sa banque n'avait plus aucune affaire traitée avec le Panama. Et bon, vous connaissez la suite, quelque temps après est survenu ce qu'on a appelé les Panama Papers, c'est-à-dire la révélation du contenu des échanges entre toutes sortes de comptes individuels et des comptes financiers et le Panama, et il y avait dedans la Société Générale. Par conséquent, quand on m'a interrogé, vous savez, il faut toujours faire attention parce qu'on répond, et on ne répond pas toujours en calibrant chaque mot, en se demandant est-ce qu'ils sont juridiquement compatibles avec ceci ou cela, mais je l'ai traité de menteur. Alors, on pourrait dire les choses autrement. Monsieur Oudéa a fait une déclaration qui ne correspondait pas aux faits. Et, bon, en français ordinaire, on dit il a menti. Mais bon, la langue des importants, c'est toujours de jamais dire les choses directement, surtout quand elles sont un peu crues et qu'elles mettent les gens au pied du mur de la signification réelle de leurs actes. Donc il faut dire, elle a fait une déclaration qui ne correspondait pas à la réalité. Il a menti. Il est le dirigeant de cette société. C'est pas la seule fois, à mon avis, où il a menti. Par exemple, il n'est pas du tout établi que M. Kerviel ait réellement fait ce qui lui a ensuite été reproché. En tout cas, la banque ne peut pas prétendre qu'elle ne savait pas, parce qu'elle avait été mise en demeure à plusieurs reprises de mieux contrôler ce qu'elle faisait et ce que faisaient ses agents. À plusieurs reprises. Et elle avait même eu une sanction, elle avait même été punie par l'organisme de contrôle parce qu'elle ne contrôlait pas suffisamment. Donc, dans l'affaire Kerviel, j'ai encore me collé des adversaires. Si des fois vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de dire, c'est que c'est fait exprès. Hein. Je fais comme les autres, je dis des choses pour qu'on ne comprenne pas, pour ne pas me retrouver devant un tribunal. Mais dans l'affaire Kerviel, la chose qui est sûre, c'est qu'il est établi que la banque ne surveillait pas, on pense ce qu'on veut de Kerviel, et par conséquent, que presque les 2 milliards que l'État, dans sa générosité, a donné à la Société Générale pour compenser la perte, parce qu'il y a un règlement qui dit que quand une banque, surtout une banque de cette taille,
a un accident, ils appellent ça comme ça, eh bien l'État fait une remise d'impôt à la banque en question. Et le scandale, c'est qu'il y a eu une remise de presque 2 milliards et que moi j'estime qu'ils doivent les rendre au Trésor français parce qu'ils n'avaient aucune raison de la... Elle est encore là, la dame? Je vais finir par lui donner la parole pour qu'elle puisse venir vous expliquer comment je suis devenu milliardaire, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça m'amuse parce que je sais que c'est une fille qui l'envoie et ça me fait rigoler. J'arrive pas à m'attrister de ça, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Donc j'estime que la banque devrait rendre cette somme au Trésor français parce que j'estime qu'elle l'a touché indûment. Mais là où le scandale est absolument incroyable, c'est que dans l'exercice de l'année suivante, on retrouve en distribution supplémentaire de dividendes les 2 milliards qui sont venus de nos poches, les poches de tous les contribuables, qui ont été donnés à cette banque qui elle-même prétendait reboucher le trou créé par quelqu'un d'autre et qui en réalité l'a redonné à ses actionnaires. C'est quand même incroyable. Donc nous avons contribué à cette occasion à donner 2 milliards à la banque. Donc nous ne devons pas être gênés d'abord eux ils ne gênent pas, mais nous on ne doit pas être gênés de s'en prendre à eux. Alors, ils sont très puissants, évidemment. Ils sont très puissants, ils peuvent vous pourchasser, ils peuvent essayer de vous faire peur, ils le font, hein. Et c'est ce qu'ils essayent de faire avec moi. Comme j'ai dit que c'était un menteur, que j'accepte de dire qu'il a dit des choses qui n'étaient pas conformes aux faits, eh bien, les dirigeants de la Société Générale, presque un an après, décident de me faire un procès en diffamation. Et je vais bientôt m'installer là-bas avec mon thermos et pour faire face à tous les procès en diffamation, parce qu'on n'a pas le droit d'élever la voix avec eux, vous comprenez? Il faut parler les yeux baissés en tenant son béret à la main, hein, et pas trop fort. Bon, et moi je le ferai quand même. Et je veux bien qu'il y ait un procès en diffamation. Allez. Je fais un procès en diffamation, mais j'aimerais vous dire qu'il rira bien qu'il rira le dernier, parce qu'à cette occasion, on va refaire défiler à la barre tous ceux qui pourront témoigner du fait que la Société Générale avait bien des comptes au Panama, que c'était bien un paradis fiscal, qu'ils le savaient, et ainsi de suite. Donc ils auraient mieux fait de réfléchir. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils aient attendu autant de temps pour déclencher cette procédure de procès en diffamation. Donc ils se sont dit, en ce moment, il y a un bon climat pour les affaires, c'est-à-dire pour aller pourchasser des Mélenchon, parce que c'est un bon moment. Je me demande qu'est-ce que ça peut bien être qui les conduit à dire c'est un bon moment. Ce quelque chose, vous le savez tous, c'est l'élection du président de la République actuel qui est arrivé au pouvoir avec une ribambelle de gens qui sont des lobbyistes directs des grands groupes financiers et industriels du pays. Il y en a plein le gouvernement, mais plein le gouvernement. Je veux dire déjà les ministres eux-mêmes, à commencer par le Premier ministre qui est un ancien lobbyiste du lobby nucléaire, et ainsi de suite, la ministre du Travail qui est une ancienne directrice du personnel d'une multinationale, qui a pour directeur de cabinet quelqu'un qui était un directeur du MEDEF, la ministre de la Santé qui a à ses côtés comme directeur de cabinet quelqu'un qui était directeur d'une assurance privée, etc., etc. Alors j'aime mieux vous dire les gens que l'affaire Ferrand c'est juste un hors-d'œuvre, hein, parce que le monde des affaires, il faut comprendre ce que c'est. C'est un monde dans lequel il y a quelques bons coups qui sont recommandés. Hein. Par exemple, faire payer par une banque la location d'un truc qu'on n'a pas encore acheté, pour ensuite, dès que la location est faite, décider de l'acheter, ramasser les sous, bah, c'est considéré comme une bonne affaire habile. Personne ne voit rien à dire contre ça. Il n'y a rien là-dedans qui ne soit légal en quelque sorte. Hein. Bon, alors passons dans les affaires, mais dans la vie publique, non, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord pour que les gens se comportent de cette façon-là. Bon. Donc le monde des affaires, ça vous promet des affaires. Voilà. Des affaires, il va y en avoir et il va y en avoir. Par exemple, on va s'intéresser à la période où cette femme était directrice du personnel dans cette multinationale, et bon, peut-être qu'on va trouver que ça se passait pas si bien que ce qu'on pourrait croire, etc., etc., etc. Donc ça, voilà pour l'aspect factuel. Donc je suis convoqué le 23 juin. Alors peut-être que je serai à ce moment-là votre député. Et si je suis votre député, ils me convoqueront. Oui, mais c'est que ça changera tout. Si c'est Mélenchon intuitu personné, c'est une chose. De toute façon, je ne baisserai pas les yeux. Mais si je suis votre député, réfléchissez bien. C'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous dans la rue. Hein? C'est pour que tout le monde sache que je vous en avais parlé avant.
Donc on ne pourra pas dire, ah ben on n'était pas au courant que ce type était poursuivi en diffamation. Alors vous avez appris que j'ai été poursuivi en diffamation, vous avez réfléchi et vous vous dites, eh ben on va quand même voter pour lui. Ce qui veut dire que vous êtes en train de faire avec moi exactement ce que monsieur le Premier ministre et le Président de la République a dit qu'il fallait faire avec l'autre là, Ferrand. Il a dit c'est le suffrage universel qui va trancher. Bon bah si vous m'élisez, c'est de bon augure. Ça veut dire que vous trouvez que j'ai bien fait de montrer du doigt à la Société Générale et de traiter de menteur monsieur Oudéa. Bon. Mais supposons... C'est absurde quand même de raisonner comme ça. On n'est pas d'accord pour dire c'est le suffrage universel qui tranche sur des histoires qui ont à voir avec des délits et notamment des délits financiers. C'est pas normal. Nous, on n'a jamais été partisans du tribunal populaire. C'est pas notre truc, hein. C'est pas nous qui disons ça, mais c'est eux qui disent ça. C'est absurde. Nous ne sommes pas d'accord. Les affaires qui doivent se traiter en droit et devant un tribunal se traitent devant un tribunal. Pas en disant, eh bien, si les électeurs trouvent ça très bien, monsieur et madame Balkany peuvent continuer leurs exploits, tout le monde trouve ça très bien. Non, on ne trouve pas ça très bien. Et on pense que c'est à la justice de se prononcer. Maintenant, si elle se prononce et qu'elle dit que bah, y a rien à voir, très bien. Nous, on continuera à penser ce qu'on pense et peut-être à essayer de changer par les lois changer la loi elle-même. D'accord, c'est ça la démocratie. Il faut accepter que ça se passe comme ça. Nous, on n'a jamais été partisans des tribunaux populaires. Ah, si vous essayez de sortir, c'est même pas la peine. Alors, néanmoins, puisque vous avez vu qu'il y est question de moraliser la vie publique, bon, alors les gens, évidemment, qui est-ce qui va être con? Personne, hein. Tout le monde est pour. Ah oui, 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 bien sûr. Mais regardez bien l'opération. Tout se passe comme si le problème numéro 1 de l'immoralité de la décision publique dans la société, c'était les élus. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas qui ont un comportement immoral, mais honnêtement, c'est pas ça le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que les tout-puissants sont très puissants et se croient absolument impunissables et font ce qu'ils veulent. Notamment, par exemple, trafiquer avec des paradis fiscaux. Et c'est là que je viens sur la suite de cette histoire de Société Générale. Mais avant, en faisant une petite halte par la déclaration de M. Bayrou, alors bon, d'accord, supprimer la Cour de justice de la République, nous les Insoumis, on est d'accord, c'était dans notre programme, donc on ne va pas aller dire maintenant, comme c'est lui qui le propose, on n'en veut pas. Et il y a d'autres mesures, mais honnêtement, c'est pas ça le fond de l'affaire. Si vous voulez vraiment moraliser la vie publique, donnez au peuple le pouvoir de pouvoir se prononcer sur la question. Et ça, c'est la question du référendum révocatoire. Si les gens estiment que c'est une situation incompatible avec l'exercice d'un mandat, on déclenche la procédure de référendum révocatoire. Je l'ai dit à Bayrou, il m'a dit « Ah mais ça va être l'instabilité permanente ». Mais c'est pas vrai, ça ne sera pas l'instabilité permanente, il y a plusieurs États qui le pratiquent, on ne va pas citer Venezuela parce que ça fait des histoires, hein, mais je l'ai vu quand même pratiquer. J'ai vu Chavez passer à la casserole d'un référendum révocatoire, il l'a gagné. Mais c'est pour dire que c'est pas vrai que c'est la guerre civile quand il y a un référendum révocatoire. Mais il y a 2 États des États-Unis où ça existe aussi, donc ça se passe comme ça. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas bien, je vous explique. Ça veut dire qu'on est là, 3-4 qu'on est là, et on dit, bah, il y a un problème avec monsieur machin, on n'est pas d'accord, il nous avait promis, je sais pas, moi, par exemple, il nous avait pas dit qu'il allait modifier le régime des retraites, et il le fait quand même, alors que personne ne lui a demandé de le faire, alors c'est pas normal, on veut le révoquer parce qu'il n'a pas tenu sa parole. Vous voyez, c'est pas que des affaires d'illégalité, c'est aussi des affaires de morale politique. C'est-à-dire, tu dis un truc, et ensuite t'en fais un autre, on a quand même le droit, en tant qu'électeur, de dire, mais c'est pas ça que vous nous aviez dit, et vous faites le contraire, ok? Bon. Donc, et on se met à quelques-uns, on signe, on démarre une pétition, et le référendum révocatoire, ça consiste à dire, s'il y a 2% des électeurs, par exemple, qui demandent la tenue du référendum révocatoire, qu'il y a 2% des électeurs d'une circonscription ou d'une municipalité qui demandent ce référendum, ils mettent le numéro de leur carte d'électeur, et il y a une commission qui vérifie que c'est bien dans l'ordre, que la personne existe, que le numéro de la carte c'est la bonne, et si elle taffe, eh ben, tant qu'on vote, oui ou non, pour savoir si la personne continue son mandat. Et moi, je vous dis que les gens sont raisonnables, c'est pas vrai qu'ils font des référendums révocatoires tous les 5 minutes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens, ils réfléchissent avant de lancer des actions. Il y a vraiment que les bourgeois pour croire que le peuple est fait d'irresponsables, complètement excités, qui passent leur temps à vouloir désinguer tout le monde. Bon. Ça, c'est pour la partie actuelle. Hein. Vous ne laissez pas endormir sur la question de la moralisation de la vie publique, parce que la vie publique, elle sera morale quand le peuple pourra s'en mêler. Article 1. Et article 2, quand on aura commencé à renier les droits hors du commun, ou on dit léonin, du capitalisme. Bon, c'est ça qui m'amène au contenu de notre programme, parce qu'on n'est pas là que pour protester et montrer du doigt, on propose des choses. Bon.
La première, c'est que tous ceux qui trichent, notamment, d'abord, on prend de la mesure, c'est pour ça aussi qu'on se rassemble, prendre la mesure de ce que nous coûte la fraude fiscale. C'est pas seulement un comportement individuellement immoral, et nous avons des raisons de ne pas accepter de tels comportements, parce que la vie en société a ses règles. Nous passons notre vie à respecter des règles. Donc on ne voit pas pourquoi, sur une question aussi essentielle, certains s'en émancipent. Mais la fraude fiscale, dans notre pays, c'est 85 milliards, les amis. Bon, le service de la dette publique, c'est 46 milliards. Ça veut dire que y a plus que ce qu'on doit payer chaque année pour la dette en fraude fiscale, de gens qui se taillent et qui cachent leurs biens. Ou bien vous pourriez dire, il n'y aurait pas de déficit cette année si les gens qui doivent leurs impôts les payaient. Quand je parle des gens, c'est pas de vous où je parle, hein. C'est des grosses entreprises, c'est des multinationales qui ne payent pas un radis dans ce pays. Bon, les grandes boîtes, genre Google et compagnie. Ou ceux qui organisent le déficit de leur société pour ne pas payer d'impôts. Bon, par exemple, une société, bip, je ne dis pas laquelle, hein, mais vous allez la reconnaître, qui vous fait des trucs à manger que vous n'êtes pas forcé de trouver ça très bon, mais qui sont très à la mode chez nos jeunes gens. Bon, eh bien cette société, voilà comment elle s'y prend. Elle n'est plus elle-même une société, elle a X restaurants, et ces restaurants doivent payer, un, une franchise, deux, un loyer, et ils s'arrangent pour que la franchise et le loyer correspondent pile poil aux bénéfices, si bien que ça remonte, cet argent remonte de tel restaurant jusqu'à la société centrale qui, elle, est au Luxembourg. Ça tombe bien. Et au Luxembourg, comment ça se passe? Il y a un tarif officiel de l'impôt, et puis quand vous arrivez, vous venez et vous négociez avec le Premier ministre, ça tombe bien, il s'appelait Juncker à l'époque, c'est le président actuel de la Commission européenne, et ça porte un joli nom, je ne sais pas pourquoi, ça s'appelle un rescrit. Alors vous avez un rescrit, et au lieu de payer 12%, que c'est déjà pas beaucoup, vous payez 1%. Et alors vous signe le papier, vous avez le droit. En résultat, il sort tout le fric de France, il l'emmène là-bas, et il paye presque rien dessus en impôts. Bon. Donc, nous, on a des mesures contre ça. On demande que les entreprises déclarent leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices à l'endroit où ils les réalisent, et pas à la fin, une fois que tout ça s'est produit. Ça, c'est une mesure simple et concrète qu'on comprend facilement. Deuxièmement, en ce qui concerne les individus, bon, il y a des gens qui sont bons, comme vous le savez, habiter juste à la frontière belge, pour pas payer d'impôt sur le revenu comme ils devraient en payer en France, mais ils font pareil en Suisse. Bon, style, alors nous, on peut toujours, moi je serai le président, j'aime bien vous dire que je saurais trouver les mots pour me faire comprendre de nos voisins et qu'ils arrêtent ce cirque, parce que c'est quand même, au bout du compte, c'est une agression contre nous. Si vous acceptez de faire venir chez vous des gens qui ne payent pas leurs impôts dans leur pays d'origine, des sociétés qui vous font les poches, moi je considère que c'est un acte agressif à l'égard des Français. Bon, alors, c'est comme ça que j'ai proposé qu'on ait un impôt dit universel. J'espère que tout le monde a bien compris, je vous le réexplique. Pour ceux qui n'ont pas compris, pour que vous puissiez se dire. Parce que vous savez, à chaque fois on vous dit « Ah mais monsieur Mélenchon, si vous décidez d'augmenter les impôts de ceci et de cela, ils vont tous s'en aller. » Alors c'est quand même un truc incroyable. Comme ils vont tous s'en aller, il faudrait céder. Alors on pourrait dire, comme il y a quelqu'un qui va attaquer la banque, il n'y a qu'à laisser la porte ouverte. Mais c'est absurde. Donc on ne peut pas se prévaloir de cette turpitude pour vous imposer un règlement qui ne tient pas debout. Donc la solution, ça s'appelle l'impôt universel. Alors j'explique ce que ça veut dire. Par exemple, vous êtes en Belgique, et en Belgique, on vous dit, monsieur ou madame, vous avez gagné tant, vous devez tant aux impôts belges. C'est normal, puisque vous êtes en Belgique, vous payez vos impôts en Belgique. Mais ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous remplissez votre déclaration pour la France. Et quand vous êtes dans votre déclaration, en France, vous dites j'ai eu tant de revenus et j'ai déjà payé tant à l'État belge. Alors, l'État français dit si vous aviez été ici chez nous, en France, vous auriez payé tant. Mais quand vous avez déjà donné tant chez les Belges, ceci moins cela, vous devez encore tant, ou bien vous devez rien. Il ne faut pas croire que c'est un système si compliqué que ça. En tant que député européen, c'est comme ça que je suis imposé. C'est-à-dire que sur mon indemnité est pris la part de l'impôt, et là, quand je vais rentrer mardi matin, dernier délai, je remplis en ligne et je mets combien j'ai déjà donné à l'Union européenne, combien j'ai gagné au total, parce que comme en plus s'ajoutent les droits d'auteur dont j'ai bénéficié, et puis le fisc va passer me prendre la part normale, et je vais vous dire, je suis très content de la payer, ça ne me pose pas de problème, je suis un vrai républicain, et je ne suis pas dérangé de payer des impôts, surtout que j'ai des revenus que je juge tout à fait confortables, et qui me mettent en situation d'avoir l'obligation morale de me préoccuper de mes concitoyens, et notamment de ceux qui ont le plus besoin de participer à la vie du pays. Ça me plaît. Voilà. Mais tout le monde n'est pas comme moi.
Donc que ça plaise ou pas, de toute façon, il faut passer à la caisse. Et donc l'impôt sera universel. Pareil, on m'a dit ça, c'est une invention de bolchevique. Mais non, c'est pas une d'abord, c'est pas parce que d'abord plus personne ne sait ce qu'est un bolchevique, mais c'est pas une invention communiste, enfin. Les Nord-Américains, ils font ça, mais ils le font avec leur méthode, hein. J'aimerais vous dire que c'est pas des gentils. Je vais vous expliquer comment ils font. D'abord, ils ont fait voter la loi, et puis après, deuxième truc, ils appellent dans les banques. Comment je le sais? Parce que dans les banques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des banquiers, bien sûr. Il y a des chefs, mais il y a tous les autres, et les gens comme vous. Et tous les autres, là-dedans, il y en a une proportion non négligeable qui sont de notre bord. Et plus près ils sont de la gamelle, plus ils voient à quel point c'est dégoûtant. Et plus ils viennent m'en raconter. Ben oui, c'est ça notre force, hein. Notre force, c'est qu'on est partout, mais forcément, c'est le peuple qui fait tout. Les autres, ils donnent des ordres, c'est tout, hein. Si les gens arrêtent de travailler, c'est terminé. Donc comme ils travaillent et qu'ils disent, ils me racontent. Et figurez-vous qu'on leur a demandé, alors ça, ils ne vont pas aller dire que c'est vrai, hein, c'est moi qui le sais, mais c'est moi qui vous le raconte. On leur a dit, il faut passer en revue la liste de vos clients pour repérer dedans ceux qui ont un soupçon d'américanité. C'est-à-dire à leur nom, à leur lieu de naissance, ou les choses comme ça qui sont déclarées, que la banque a, on leur dit, il faut nous dire. Et après, l'oncle Sam, il passe derrière et il leur tombe dessus en disant, mais dites donc, vous autres là, vous machin, vous truc, vous êtes américains, vous nous devez tant. Voilà. Donc si les Américains le font, vous voyez que c'est pas un truc de communiste, hein, par définition. Bon, eh ben on peut aussi le faire, peut-être que c'est possible. Et puis c'est pas chez nous que ça manque d'argent, hein. Croyez pas ça les gens, hein. Le pays n'a jamais été aussi riche et jamais eu autant de millionnaires. Il n'y en a jamais eu autant. On est record d'Europe. Et les mêmes qui poussent des cris de putois tous les 5 minutes quand on leur demande de participer à l'effort collectif, les mêmes qui pleurent sans arrêt sur le fait qu'on leur fait les poches, chaque année, ils distribuent plus d'argent en dividendes qu'ils n'en investissent dans les machines et les process de production. Ce sont de purs parasites, hein, on a le droit de le dire. Bon, c'est excessif, hein, bien sûr, hein, c'est excessif. C'est agressif, hein, mais voilà, c'est des parasites, voilà, ça s'appelle comme ça. Alors on peut le dire autrement, on peut dire, ce sont des gens qui prennent davantage qu'ils ne devraient prendre tout en donnant. Mais sinon, résumé, parasites, voilà. Donc l'impôt universel, la déclaration de bénéfices là où on est, la séparation des banques d'affaires des banques de dépôt, alors que la plupart d'entre vous se demandent ce que ça peut bien vouloir dire, mais quand je vais vous le dire, vous allez commencer à avoir un peu peur. Vous, quand vous mettez votre paye, que ce soit dit par parenthèse, vous n'avez pas le choix. Vous avez même des pays maintenant où il va y avoir plus de liquide. Il n'y aura plus que de l'argent dématérialisé. Hein. Alors, le point de départ, c'est de dire comme ça, on va éviter la fraude. Peut-être bien, mais en attendant, ça veut dire 100% de contrôle sur vous. Vous ne dépenserez pas un centime sans que ce soit écrit quelque part et que quelqu'un vous surveille. Pratiquement comme le machin, là, comment vous l'appelez, qu'on met dans la maison pour contrôler l'électricité, là. Et exactement. Ce machin-là vous surveille individuellement et il note dedans tout ce que vous faites. Si vous mettez la machine à laver, combien d'heures ça dure, combien de fois vous mettez en route ça, combien de fois vous mettez en route le micro-ondes, etc. Tout est dans le compteur. Et donc, c'est Big Brother, pour ceux qui ont lu le bouquin d'Orwell, hein, il vous surveille tout le temps, à domicile, dans chacun de vos gestes.